Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme nous ne nous sommes pas vus la semaine dernière, j'étais absent, donc je vais reprendre rapidement le plan du cours et vous rappeler que nous nous étions arrêtés au point 2.3, la signification des phrases. Et je rappelle simplement les conclusions, je ne vais pas revenir aux détails de l'analyse, mais nous avions vu que le sens d'une phrase est calculable et déterminé, disons, d'abord à partir du principe de compositionnalité, c'est-à-dire qu'en règle générale, enfin, cela dit, il faut être prudent lorsqu'on dit en règle générale, mais disons qu'il y a tout de même un principe dont on ne peut pas se passer, qui est le principe de compositionnalité, qui fait que le sens global d'une phrase est dépendant du sens des éléments qui la constituent. Donc, lorsque on a résolu les problèmes antérieurs dont nous avons parlé, du sens des mots, par exemple, on verra que c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut prendre en considération non pas les mots mais les unités lexicales, ce qui nous amène à introduire ce qu'on appelle les mots composés ou les problématiques de phraséologie, de figement, etc., sur lesquelles je reviendrai ultérieurement. Mais disons qu'une fois qu'on a résolu le problème du sens des mots, via le principe de compositionnalité, il ne devrait pas y avoir de problème pour le sens des phrases. Le sens des phrases s'obtient d'une manière aisée pour les locuteurs à partir du sens des mots. C'est ce qu'on appelle la compositionnalité. Je dis aisée du point de vue des locuteurs, mais ça ne signifie pas que du point de vue linguistique, cette question de la compositionnalité soit si facile que cela à décrire, mais simplement, compte tenu de la perspective que j'ai adoptée, c'est-à-dire d'une perspective qui prend comme point de repère la difficulté de compréhension, en l'occurrence ici de la phrase, eh bien, la compositionnalité, les cas où le sens des phrases, le sens de la phrase est compositionnel, ce cas-là, précisément, ne présente pas de difficulté. Bien, dans certains cas, on l'a vu, la compréhension est bloquée volontairement. On l'a vu, par exemple, dans le cas des productions de textes aléatoires. Alors, bien sûr, on a vu que à chaque fois, il était possible de reconstituer, de trouver quand même un sens à ces phrases. Mais dans la mesure où elles sont faites pour ne pas être comprises, ou elles sont faites indépendamment du fait de savoir si on peut les comprendre ou pas, pensez aux cadavres exquis surréalistes par exemple, la question de savoir si elles ont un sens ou non se pose tout de même. Mais bien sûr, tout va dépendre de la définition que vous adoptez du sens, si la catégorie du sens est réservée à la situation dans laquelle il y a une intention identifiable ou pas. Ensuite, une chose assez évidente, c'est que le sens d'une phrase n'est pas déterminé seulement par les constituants de la phrase, mais également par le contexte qui précède ou qui suit la phrase. Mais ça, c'est quelque chose qui est évident, ne serait-ce que dans le fonctionnement de l'anaphore pour les pronoms, mais également pour toutes sortes d'autres raisons. Alors, évidemment, nous avons vu que les problèmes intéressants au sujet de la compréhension des phrases relèvent souvent d'informations qui ne sont pas explicites, donc relèvent du domaine de l'implicite. Dire qu'il y a un implicite qui joue dans le sens d'une phrase, ça signifie que la phrase ne contient pas toutes les instructions explicites pour obtenir son sens, et donc que ces instructions doivent être obtenues par inférence, par une forme de déduction, par l'allocuteur, par la personne qui veut comprendre la phrase. Donc, il faut, dans ce cas-là, comprendre une phrase, c'est à la fois comprendre son sens littéral et ou métaphorique, ou éventuellement métaphorique, et puis les intentions
de celui qui l'énonce. Bon, nous avons vu en particulier dans le cas des exemples que j'avais pris chez Blanchot ou chez Lacan, qu'il y a parfois un sens qui reste ouvert dans les phrases. Hein. Un sens qui demeure ouvert, en particulier chez Blanchot, mais aussi chez Lacan, puisque, comme je vous le disais, une phrase comme « il n'y a pas de rapport sexuel » peut générer toutes sortes de productions textuelles qui ont pour vocation d'essayer de contribuer à la compréhension possible de cette phrase. Donc, dans ce cas-là, on dira qu'il y a un problème herméneutique, c'est-à-dire un problème d'interprétation qui n'est pas qu'un problème au sens où on trouve, au sens où on serait dans une alternative entre absence de compréhension et compréhension, mais au sens où l'interprétation n'est pas close. L'interprétation est toujours en devenir. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Alors, ce qui est évident, je pense que vous le voyez bien, c'est que si vous comparez au genre de problèmes de compréhension que j'ai examiné avec vous dans le cas des mots lexicaux ou des mots grammaticaux, on a affaire là avec les phrases, si on laisse de côté la question de la compositionnalité, à des problèmes de compréhension qui sont d'une toute autre nature. Alors, les différents cas de non-compréhension ou de difficulté de compréhension que nous avons examinés peuvent se résumer de la façon suivante. Il y a donc des phrases qui sont produites avec une intention, mais une intention qui ne présume pas ou n'anticipe pas d'interprétation. Alors, c'était le cas des jeux surréalistes, des pièges linguistiques, je vous avais donné l'exemple de phrases produites par un acteur, Thierry Lhermitte, et puis le cas du Kohansen. Alors, dans ce cas-là, d'une certaine façon, la phrase n'a pas de signature, c'est-à-dire elle n'est pas assumée par une personne. C'est-à-dire que même si André Breton produit un cadavre exquis, et si c'est lui qui le produit, dans la mesure où le texte est produit et le résultat, enfin la phrase est le résultat du hasard, on ne peut pas dire qu'il est à l'origine du texte. Donc quand je dis signature ici, je veux dire qu'il y a un émetteur, un énonciateur qui assume le sens de la phrase et qui donc la signe. Donc, dans ce premier cas, il n'y a pas de signature, mais il y a tout de même un émetteur ou un énonciateur, disons, singulier. C'est une personne particulière qui produit la phrase. Dans le cas des proverbes, par exemple, la situation est différente, puisque on a affaire à des phrases qui sont sans auteur. Un proverbe n'a pas de signature. Il est un héritage culturel et il n'est pas, on ne peut pas lui assigner un énonciateur singulier, particulier. Donc, dans ce cas, la signification du proverbe ne pose pas tellement de problèmes. Je veux dire, on a vu que dans certains cas, évidemment, c'était le cas des proverbes africains, lorsqu'on est étranger au contexte culturel dans lequel les proverbes sont produits, on peut avoir des hypothèses sur leur sens, mais ce ne sont que des hypothèses. Et on ne peut récupérer le sens des proverbes qu'à partir de leur usage dans une communauté donnée. Mais une fois que ce sens est acquis, eh bien, il n'y a pas de problème d'interprétation. Le proverbe peut éventuellement avoir un sens qui s'élargit, c'est-à-dire qu'on peut trouver une sorte d'extension de sens à ce proverbe. C'était l'exemple de l'eau sale, là,
même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. On avait vu qu'à partir d'un sens de base, on pouvait élargir le sens vers une conceptualisation plus large, vers une catégorisation plus large. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème de compréhension. Alors dans ce cas-là, on n'a donc pas de signature, et puis un émetteur qui n'est pas singulier, qui n'est pas spécifique, mais qui est générique. C'est un « on » qui dit cela. Enfin, dans il y a un troisième cas de figure, dans lequel la phrase est signée, elle a un auteur, et elle est produite avec une intention de signification, mais cette intention de signification, elle ne permet pas une clôture de la signification. C'est le cas donc du problème herméneutique dont je parlais tout à l'heure. Alors, ou bien cette interprétation est ouverte en raison d'une sorte de duplicité à l'égard de l'intention, hein, c'est souvent le cas avec les petites phrases politiques qui sont faites volontairement pour choquer, mais très souvent, lorsque la machine médiatique s'emballe sur une petite phrase d'homme politique, l'homme politique va dire qu'il y avait un autre sens, que ça n'était pas, que la phrase a été sortie du contexte, etc., etc. Et donc, il reste un flou sur la signification. Et ce flou, c'est ce qui permet, si vous voulez, aux médias de s'engouffrer pour produire toutes sortes d'interprétations. Mais bon, ce sont des interprétations qui sont conditionnées par le champ politique lui-même, c'est-à-dire des intentions de signification qui vont être conditionnées par une stratégie politique, etc. En revanche, dans le cas de textes, disons, littéraires, philosophiques, etc., c'est une densité sémantique qui empêche que l'interprétation soit close, et donc cette densité sémantique conduit à un travail d'interprétation que j'appelle ici un travail herméneutique. Alors dans cette dernière situation, on a bien donc une signature, hein, la phrase est produite par quelqu'un de précis, Lacan, Blanchot, tel ou tel homme politique, et puis un énonciateur singulier. Alors, si on prend ces deux critères, le fait qu'il y ait une signature ou pas de signature, et puis la distinction entre un émetteur générique et un émetteur spécifique, je dis émetteur plutôt qu'énonciateur, puisque dans le cas des proverbes, on ne peut pas vraiment parler d'énonciateur, évidemment. Eh bien, on a les situations suivantes. Hein. Émetteur générique sans signature, c'est le cas des proverbes. Émetteur spécifique avec signature, ça va être par exemple les aphorismes ou les petites phrases politiques. Et puis, l'émetteur spécifique sans signature, ce sont les cadavres exquis ou le Kohanzen. Et puis, vous voyez qu'il y a une case vide, forcément, on ne peut pas avoir un émetteur générique avec une signature, puisque s'il y a un émetteur générique, c'est un « on », donc la phrase ne peut pas être assumée par quelqu'un. Alors, il nous reste, pour finir ce parcours du mot au texte, à examiner le cas, donc, des situations dans lesquelles on ne comprend pas un texte. Alors, je commencerai par un premier exemple qui est celui-ci, qui est donc l'exemple du texte technique. Vous voyez ici, j'ai relevé une phrase vraiment prise au hasard, dans un vocabulaire technique qui est celui de l'odontologie. Pour obtenir l'ostéo-intégration de l'implant en dépit des contraintes exercées durant la cicatrisation osseuse, il faut réduire l'intensité des forces et des moments exercés sur les implants. Bon, donc c'est une phrase technique. Enfin, c'est une phrase. Là, en l'occurrence, c'est juste une phrase. C'est vrai que j'ai extrait une phrase. On est dans le cas du texte. Mais bon, j'aurais pu continuer le texte, ça ne changeait absolument rien parce que on se retrouve ici dans une situation qui revient au problème de la compositionnalité, c'est-à-dire que en général, dans les textes techniques, on n'a pas d'autres problèmes que les problèmes lexicaux. C'est-à-dire,
aussi complexe que soit un texte technique, il vous suffit d'avoir un système d'équivalence avec soit des définitions, soit, vous voyez, ça c'est un exemple, je suppose qu'il a été fait pour donner des indications aux dentistes pour parler à leurs patients un langage qu'ils soient capables de comprendre. Donc, il y a une sorte d'équivalent en langue commune de termes techniques. Et à partir du moment où vous remplacez les termes techniques par des termes du langage courant, eh bien, vous comprenez immédiatement le texte. Alors, donc au fond, les textes techniques, aussi complexes qu'ils soient, ne posent pas vraiment de problème de compréhension. Ce sont seulement des problèmes de vocabulaire, des problèmes lexicaux. Évidemment, la compréhension superficielle d'un texte technique, c'est-à-dire le fait que vous puissiez lire le texte et voir qu'il s'agit d'une action sur tel objet pour produire tel résultat, ne préjuge en rien du fait que vous ayez une idée concrète de la réalité désignée. C'est-à-dire que quand je dis que le texte technique ne pose, ou le langage de spécialité, ne pose pas de problème de compréhension, il ne pose pas de problème de compréhension au plan linguistique, mais au plan de la maîtrise des réalités désignées, il y a évidemment une connaissance du monde qui est nécessaire pour acquérir, une véritable information à partir de ce type de texte, texte technique. Donc. Alors, grosso modo, dans notre perspective, ce problème-là n'est pas un problème, il nous renvoie à la question de la compositionnalité et à la question du sens des unités lexicales. Deuxième cas de figure, je reprends un autre exemple de Blanchot, donc extrait de ce livre « L'écriture du désastre ». Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, c'est un livre tout à fait passionnant. Je vous le conseille comme ça, je veux dire, c'est pas du tout un livre qui est au programme du cours. Je lis donc cette citation. « L'écriture fragmentaire serait le risque même. Elle ne renvoie pas à une théorie, elle ne donne pas lieu à une pratique qui serait définie par l'interruption. Interrompue, elle se poursuit. S'interrogeant, elle ne s'arroge pas à la question, mais la suspend sans la maintenir en non-réponse. Si elle prétend n'avoir son temps que lorsque le tout, au moins idéalement, se serait accompli, c'est donc que ce temps n'est jamais sûr, absence de temps en un sens non privatif, antérieur à tout passé présent, comme postérieur à toute possibilité d'une présence à venir. » Alors, vous voyez bien qu'avec un texte de ce genre, vous êtes confronté à toute autre chose qu'une difficulté portant sur le sens des mots. Ici, au fond, il n'y a pas du tout de mots techniques, à part peut-être fragmentaire. Mais fragmentaire, ici, l'écriture fragmentaire renvoie à l'idée d'écrire par fragments. Et d'ailleurs, ce texte, l'écriture du désastre, est un texte écrit d'une manière fragmentaire, c'est-à-dire avec des petits segments de phrases qui ne sont pas. Il y a une différence, que je n'ai pas le temps d'expliquer, entre les aphorismes et les fragments. L'aphorisme ayant un sens beaucoup plus clos. Par exemple, je sais pas, les maximes de La Rochefoucauld, par exemple, peuvent être considérées comme appartenant à un genre plus vaste qui est celui de l'aphorisme. Mais le fragment est beaucoup plus ouvert dans sa signification. Mais enfin, textuellement, un texte fragmentaire, il se présente comme étant une séquence de petits blocs de texte, de petits paragraphes qui sont courts et qui forment un tout à l'intérieur du texte global. Donc voilà, écriture par fragmentaire, vous pouvez comprendre, vous comprenez ce que c'est qu'un fragment, donc vous pouvez comprendre écriture fragmentaire. Donc on n'a aucun, je suis certain qu'il n'y a pas un seul mot dans cette phrase que vous ne compreniez pas. En revanche, je pense que cette phrase présente immédiatement des difficultés de compréhension. Pourquoi ? Eh bien, grosso modo parce qu'elle est fondée, et c'est une caractéristique de certains textes de cette époque,
elle est fondée sur une construction, sur une recherche d'un sens qui échappe au sens constitué et qui échappe au sens constitué via un procédé qu'on appelle l'oxymore, c'est-à-dire un procédé qui, grosso modo, consiste à mettre ensemble deux choses opposées. Alors, par exemple, reprenons donc ce texte depuis le début. L'écriture fragmentaire serait le risque même. Bon, ça, on peut comprendre que l'idée que pour un auteur, choisir d'écrire en fragments et donc de renoncer à une maîtrise de son texte, à un texte clos, serait une forme de prise de risque dans le champ littéraire. D'accord ? Cette première phrase ne pose pas tellement de problèmes. Elle ne renvoie pas à une théorie. Bon, ça aussi, c'est assez facile à comprendre. Hein, c'est l'idée qu'il n'y a pas une théorie du fragment et puis on s'engagerait. Elle ne donne pas lieu à une pratique qui serait définie par l'interruption. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'écriture fragmentaire, c'est donc une écriture par petits blocs. Donc forcément, il y a des interruptions. Hein. Alors là, donc, première difficulté, la notion même de fragment et d'écriture fragmentaire suppose, à première vue, comme ça, qu'il y ait un texte qui s'interrompt et qui reprend. Mais ici, Blanchot nous dit que ça n'est pas ce qui définit le fragment. Donc, ça n'est ni une théorie, ni une pratique définie par l'interruption. Donc c'est contre-intuitif, si vous voulez. Interrompue, elle se poursuit. Alors, bon, à la fois, donc vous voyez l'oxymore, là, hein, c'est interrompu, mais ça s'arrête, mais ça continue. Bon, alors, là aussi, c'est assez facile à comprendre. Hein. L'écriture fragmentaire, il y a un fragment, mais après, il y a un autre fragment. Et en fait, l'ensemble des fragments forme une vraie totalité. Les fragments ne sont pas indépendants les uns des autres. Hein. Il y a un sens global du texte qui se dégage lorsqu'on prend en considération, si vous voulez, la résonance des fragments les uns avec les autres. Donc, la formulation, là, est oxymorique en surface, mais encore, on peut comprendre. Mais malgré tout, vous voyez que la difficulté de compréhension immédiate vient du fait que ce texte est écrit contre les attentes de signification qu'on pourrait avoir. Interrompue, elle se poursuit. S'interrogeant, elle ne s'arroge pas la question, mais la suspend sans la maintenir en non-réponse. Alors, là ça se complique encore plus, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'écriture fragmentaire est de l'ordre de l'interrogation, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à clore un sens, mais on va chercher à produire quelque chose qui est de l'ordre de l'interrogation. Sauf que cette interrogation, elle est quand même un peu énigmatique. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Elle ne s'arroge pas la question. Au fond, elle n'assume pas la question comme lorsqu'on est dans une situation et où on pose une question explicitement. Hein. La question, au fond, reste peut-être un peu floue. Elle la suspend. Elle suspend la question en non-réponse. C'est-à-dire que c'est une question à laquelle il ne doit pas y avoir. C'est une façon de questionner de telle façon que cette question n'appelle aucune réponse. Donc ne peut jamais être close en tant que question. Si elle prétend n'avoir son temps que lorsque le tout, au moins idéalement, se serait accompli, là c'est l'idée que l'ensemble des fragments s'insère dans une totalité et donc il faut attendre cette clôture pour caractériser la temporalité du fragment. C'est donc que ce temps n'est jamais sûr. Absence de temps en un sens non privatif. Donc là, vous voyez, à nouveau, une formulation complètement oxymorique. Absence de temps, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps, mais non privatif. C'est-à-dire que c'est une absence de temps qui est malgré tout du temps. Enfin,
antérieure à tout passé présent comme postérieure à toute possibilité d'une présence à venir. Bref, je ne veux pas vous faire un cours sur Blanchot, mais on est obligé quand même d'entrer un minimum dans le détail du sens du texte pour pouvoir en percevoir un peu la densité. Donc, comme on ne peut pas considérer, comme dans le cas de Thierry Lhermitte, là, que ce texte, c'est un texte lancé au hasard qui ne veut rien dire par quelqu'un qui veut faire une blague et se moquer de pseudo-intellectuels qui veulent lire des choses compliquées, comme Blanchot est un auteur d'une œuvre assez gigantesque et très importante pour le XXe siècle, eh bien, on est bien soumis, confronté à cette question de savoir comment comprendre cela. Et encore une fois, cette production de sens, le fait que le sens de ce texte soit difficile à appréhender vient de la configuration sémantique du texte, c'est-à-dire du lien entre les mots, si vous voulez, pour le dire simplement, et pas du tout des mots eux-mêmes, qui sont simples. Et j'y reviendrai tout à l'heure d'une manière plus précise à partir de concepts qui viennent de la philosophie de Merleau-Ponty et de Ricoeur, mais on a là une tentative de produire un sens nouveau. Faire comprendre au lecteur quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. Un autre exemple, d'un genre un peu différent, puisque là c'est un texte philosophique. Alors, c'est un passage d'un livre posthume de Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible. Là aussi, un livre tout à fait passionnant, une des grandes œuvres du XXe siècle, mais bon, un texte posthume qui a été reconstitué. C'est un passage où Merleau-Ponty essaie de définir un concept qu'il appelle le concept de chair, qui en fait vient dans l'histoire de la philosophie de Husserl, du concept de Leib chez Husserl, mais bon, passons sur ça. On essaye de comprendre ce texte. On comprend alors pourquoi, à la fois, nous voyons les choses elles-mêmes, en leur lieu, où elles sont, selon leur être, qui est bien plus que leur être perçu, et à la fois, nous sommes éloignés d'elles de toute l'épaisseur du regard et du corps. C'est que cette distance n'est pas le contraire de cette proximité, elle est profondément accordée avec elle, elle en est synonyme. C'est que l'épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle comme de sa corporéité à lui. Ce n'est pas un obstacle entre lui et elle, c'est leur moyen de communication. C'est pour la même raison que je suis au cœur du visible et que j'en suis loin. Cette raison est qu'il est épais et par là, naturellement destiné à être vu par un corps. Bon, là aussi je pense que si je prenais le temps de vous demander comment vous comprenez ce texte, vous trouveriez sans doute des réponses, des pistes d'interprétation, mais vous m'accorderez qu'on a aussi affaire ici à un texte difficile. Hein. Je vous confronte volontairement à ces textes, à ces textes difficiles, parce que je trouve qu'en règle générale, en linguistique, on a vite fait de passer sur en fait la réalité des textes et des problèmes textuels pour tout de suite entrer dans des analyses techniques, etc. Mais on oublie ce qu'est la confrontation à des textes difficiles. Et si vous voulez, il y a en particulier aujourd'hui
un problème particulier. Je ne vais pas développer ce point, c'est une petite parenthèse, mais pour essayer de vous montrer comment je perçois l'intérêt de ce genre de questionnement. Nous vivons aujourd'hui une époque où la possibilité de chercher à comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas immédiatement est devenue presque impensable. C'est-à-dire que quand la plupart des gens, si vous les confrontez à une parole ou à un texte qu'ils ne comprennent pas immédiatement, leur réaction est une réaction de rejet. Alors, soit, bon, de toute façon, je ne m'intéresse pas à ça, soit, c'est compliqué, on veut me faire passer pour un imbécile parce que je ne comprends pas, donc je laisse tomber, soit, c'est compliqué, il faudrait que je fasse des efforts pour comprendre, mais j'ai pas envie, etc., etc. Il y a toutes sortes de raisons, et qui font qu'aujourd'hui, la confrontation à la difficulté de compréhension est particulièrement problématique. À titre anecdotique, et c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça, hein. Ça date d'il y a une quinzaine d'années à peu près, et je peux vous dire, parce que je l'ai vraiment ressenti au fil des années, en faisant cours, hein, jusqu'à une certaine époque, je dirais, je sais pas, jusqu'au début des années 2000, la fin des années 90, début des années 2000, plus vous faisiez, comme professeur d'université, plus vous faisiez un cours difficile et incompréhensible, plus les étudiants étaient passionnés. C'est-à-dire qu'ils étaient aimantés par cette difficulté de compréhension, avec une envie de savoir, de comprendre, etc. Aujourd'hui et depuis longtemps, la situation a complètement changé. C'est-à-dire que, et d'ailleurs spontanément, les professeurs sont beaucoup plus pédagogues et ne cherchent pas, si vous voulez, à part sans doute quelques-uns de mes collègues qui continuent à fonctionner comme ça, ne cherchent pas à secouer, si vous voulez, leur public étudiant en leur proposant des choses immédiatement très ardues, très, très difficiles, comme si on proposait un défi. Voilà, vous êtes des étudiants devant moi, je vous propose un défi extrêmement ambitieux, compliqué, consistant à comprendre des choses extrêmement difficiles, et je vous en parle d'une manière énigmatique, et c'est à vous de faire le travail pour construire du sens dans tout ça. Donc, ça, c'est une époque qui a existé, hein, qui a existé au point qu'il pouvait y avoir une sorte de fascination un peu absurde, hein, pour les choses incompréhensibles, et où un certain nombre d'étudiants étaient un peu, je veux dire, dans une espèce d'illusion de hauteur intellectuelle, en manipulant des choses qu'ils ne comprenaient pas, mais en ayant l'impression qu'il y avait quelque chose d'intéressant autour de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde beaucoup plus beaucoup plus fonctionnel, hein, et la plupart des étudiants estiment qu'ils sont là pour acquérir un savoir qui va leur servir à quelque chose. Il faut que ça aille vite et que ce soit vite, rapidement compréhensible, etc., etc. Donc, on ne peut plus faire des choses comme ça. Bon, je pourrais vous en parler beaucoup de ce problème parce que c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. Et il y a quelque chose comme c'est ce que j'appelle la fin de l'ignorance, si vous voulez, hein. On vit une époque de la fin de l'ignorance. Non pas au sens où il n'y a plus d'ignorance, mais où le sentiment d'ignorance et l'espèce de petite culpabilité qu'il peut y avoir à se sentir ignorant, ce sentiment-là n'existe plus aujourd'hui. Pour toutes sortes de raisons, hein, parce qu'on a l'impression qu'on peut récupérer les informations sur Google très vite, etc., etc. Donc le sentiment d'ignorance et la fascination et le désir qu'il peut y avoir d'aller au-delà de son ignorance, de lutter contre, etc., eh bien c'est quelque chose qui devient extrêmement rare et compliqué. Bon, alors, je reviens maintenant, je ferme la parenthèse et je reviens à mon texte. Là, si vous voulez, c'est un texte qui fait partie de l'histoire de la philosophie, qui a été commenté par de très nombreux philosophes depuis qu'il a été publié.
Et ce concept de chair, chez Merleau-Ponty, fait l'objet de toutes sortes d'interprétations, mais il y a quand même une certaine stabilité. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de voir en quoi il y a tout de même une petite différence avec le texte de Blanchot. Vous voyez qu'il y a quelque chose de commun, immédiatement. Hein. Il y a aussi cette recherche d'un sens à partir d'une confrontation de type oxymorique. Pourquoi? Eh bien, parce que il s'agit de parler de la perception, hein, comment on perçoit les choses autour de nous. Bien. Donc, la dimension oxymorique, elle apparaît bien dans cette phrase. Cette distance n'est pas le contraire de cette proximité, elle est profondément accordée avec elle. Comment comprendre qu'une distance soit accordée avec une proximité? Eh bien, l'idée ici de Merleau-Ponty, c'est l'idée que votre regard sur les choses est quelque chose. Il faudrait l'imaginer comme une sorte de bloc qui a une épaisseur. Hein, et que donc, quand vous percevez quelque chose, vous le percevez non pas à partir de simplement le pur esprit qui serait produit par votre cerveau, mais vous le percevez à partir de votre corps. Vous le percevez parce que non seulement, quand je dis à partir de votre corps, bien sûr, vous percevez si c'est quelque chose de visuel parce que vous avez des yeux, un système visuel, etc. Mais aussi parce que cette chose importe directement dans votre esprit toutes sortes d'aspects qui sont liés à son utilisation, à son apparence, etc., etc. Ça n'est pas une pure chose complètement éloignée de vous, comme s'il n'y avait aucun contact autre que le regard abstrait, si vous voulez, entre vous et elle. Vous êtes d'une certaine façon lié aux choses par une espèce, comme Merleau-Ponty l'écrit ici, d'épaisseur. Et cette épaisseur, c'est effectivement votre contact avec les choses. C'est comme si la distance qui vous sépare d'une chose que vous voyez, eh bien vous imaginez qu'elle est pleine, qu'elle est comme une espèce de cylindre plein, et que ce cylindre touche la chose et vous touche vous. Donc, il y a une distance, mais cette distance, elle est en même temps proximité parce que c'est par ce cylindre que vous touchez la chose en même temps. Il faudrait entrer dans le détail pour pouvoir comprendre véritablement. Là, je vois bien que je vous en dis à la fois un peu trop et trop peu, à la fois trop et trop peu. Mais mon objectif ici n'est pas de vous faire comprendre le concept de chair, mais de vous faire comprendre qu'à partir du moment où c'est un concept nouveau dans la philosophie, c'est-à-dire, enfin, nouveau, pas complètement nouveau, parce que c'est précisément là une des différences avec le texte précédent. Là, il y a quand même un intertexte philosophique qui est assez patent. Hein. Il y a d'abord, le fait de savoir que le concept de chair renvoie à un concept husserlien et qu'il y a une opposition chez Husserl entre Leib et Körper, entre corps et chair, si vous voulez. Et ça, les lecteurs de Merleau-Ponty le savent. Hein. Donc, c'est un concept nouveau, mais qui en même temps a un héritage chez un philosophe antérieur, dans le champ de la phénoménologie. Et par ailleurs, il y a, si vous voulez, un certain nombre de termes qui sont tout de même un peu, qui ont une connotation philosophique, leur être perçu. Par exemple, la notion même de visibilité ou de corporéité, qui sont quand même des abstractions. Bref, on a quand même affaire à un texte là qui se caractérise par une inscription dans un genre philosophique bien déterminé et qui est celui de l'écriture de la philosophie phénoménologique. Et donc, en fait, vous ne pouvez percevoir pleinement le sens de ce texte que lorsque vous avez une culture de
cette école philosophique, si vous voulez, ou de ce courant philosophique suffisante. Hein. Donc c'est une compréhension qui se fait peu à peu. Ça prend des années à comprendre ce que ça veut vraiment dire, ça. Quatrième exemple, je reviens à mon texte de Baudelaire, parce que là aussi, on peut dire qu'il y a un genre de difficulté de compréhension d'un texte un peu différent. Alors, un peu différent, bien sûr, puisqu'on est là dans le cas d'un texte poétique. Bon, on est dans le cas d'un texte poétique, et au fond, le sens global, si vous voulez, de ce texte, on comprend l'idée de Léo Tontimoroumenos, hein, du fait d'être bourreau de soi-même. Et on voit bien que chacune des phrases, chacune des strophes de ce poème tourne autour de cette idée. Hein. Je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher. Alors, donc, il faut s'imaginer que le te, c'est un dédoublement de la personne. Hein. Le bourreau de soi-même, je te frapperai, c'est-à-dire je me frapperai moi-même. C'est cela que ça signifie, évidemment. Hein. Sans colère et sans haine, comme un boucher, bon, je ne vais pas commenter plus en détail, mais il y a quand même tout d'un coup, avec le mot boucher, l'irruption d'une espèce d'univers. C'est très étrange, puisque le mot boucher évoque boucherie, évoque le sang, etc. Or là, il est associé à sans colère et sans haine. C'est-à-dire le calme du boucher, quoi. C'est très troublant. Bon, comme Moïse le rocher, Moïse qui frappe le rocher, bon, je ferai de ta paupière pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance. Donc là, on voit qu'il y a l'idée des pleurs, etc. Mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salés nagera, hein, comme un vaisseau qui prend le large, nagera, comme un vaisseau qui prend le large. Donc vous voyez là, une espèce de métaphore avec un flot de larmes et un vaisseau sur le flot de larmes qui s'en va quelque part. Et dans mon cœur qu'ils souleront, tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge. À mon avis, pas de difficulté de compréhension. Alors là, dans cette strophe-là est introduite une autre notion, hein, cette notion d'ironie avec un I majuscule, qui serait donc un peu la cause du fait qu'on soit le bourreau de soi-même. Hein. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Elle est dans ma voix la criarde. C'est tout mon sang ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Alors la mégère, là, il faut avoir en tête quand même que c'est pas la mégère au sens quotidien du terme. C'est une des trois furies, hein, les déesses de la vengeance. Bon. Et puis ensuite, c'est cette strophe très célèbre. Hein, je suis la plaie et le couteau. Je suis le soufflet et la joue. Je suis les membres et la roue et la victime et le bourreau. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamné qui ne peuvent plus sourire. Bien. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi de revenir sur ce texte, enfin, il y a plusieurs raisons. D'abord, au fond, même s'il faut quelques lectures pour essayer d'avoir, de ressentir ce poème, on le comprend assez facilement, il me semble, hein, pose pas de difficulté de compréhension particulière. En revanche, on voit bien quand même que ce texte, si vous admettez que comprendre ce texte, c'est dire qu'il parle du fait d'être le bourreau de soi-même, bon, comme l'indique le titre. Mais une fois que vous avez dit cela, vous n'avez pas du tout rendu compte de ce qui fait l'intérêt de ce texte. Donc, au fond, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais je veux dire que ce qui est évident dans le cas des textes poétiques, c'est qu'ils se présentent
comme ayant un intérêt au-delà de la simple question de la compréhension. Alors, si on prend la compréhension dans un sens strictement intellectuel, on voit bien que, et vous le savez tous, hein, un poème, il a aussi comme vocation de vous faire ressentir des choses, de vous émouvoir, etc. Donc, soit on élargit la question de la compréhension en disant qu'il y a une compréhension qui est de l'ordre plutôt de l'empathie, de comprendre les sentiments, et puis une compréhension qui est plus d'ordre intellectuel. Et cela, effectivement, il y a ces deux aspects dans la compréhension. Mais dans certains textes, la dimension, si vous voulez, émotionnelle ou empathique de la compréhension est absente. Dans le texte du dentiste, là, bon, la dimension émotionnelle, à part pour ceux qui ont peur du dentiste, elle est absente. Bon. Dans un texte poétique, bien sûr, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension, mais il y a aussi autre chose. Alors, je termine avec... Alors, non, pardon, j'oubliais. Il y a une autre raison qui m'intéresse, c'est que, contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir d'une compréhension immédiate, il y a tout de même, au plan de l'interprétation, des choses qui peuvent nous échapper dans un texte poétique. Alors, je vous donne pour exemple cette citation d'un spécialiste de Baudelaire, extraite donc d'un volume assez récent des études littéraires, qui dit la chose suivante à propos de Léonto Timorouménos. Dans ces ultimes semaines qui précèdent la sortie des Fleurs du Mal, est-ce pour se moquer une dernière fois des bien-pensants que Baudelaire commet la pire de ses impertinences journalistiques? Toujours est-il que dans l'artiste du 10 mai 57, qui rend un hommage ému à deux disparitions du monde littéraire, Delphine de Girardin et Alfred de Musset, le poète parvient à placer un groupe de 3 poèmes sulfurés et scandaleux. Le premier, Léonto Timorouménos, soit L'homme qui se châtait lui-même, est une transfiguration poétique de la masturbation. Bon, alors, encore une fois, je veux dire, c'est pas un avis complètement fantaisiste de quelqu'un, c'est un collègue universitaire tout à fait sérieux qui dit ça. Bon, je pense que ça ne vous a pas sauté aux yeux tout de suite à la première lecture. Alors évidemment, quand vous relisez ça, mon désir gonflé d'espérance sur tes... Là, vous voyez un peu le genre de connotation que ça peut avoir et ce qui... on peut comprendre ce texte, donc on peut le relire complètement et tout d'un coup vous avez une perception différente, comme se châtier soi-même, eh bien, pourrait être perçu comme une transfiguration, comme le dit Alain Vaillant, une transfiguration poétique de la masturbation. Donc, ce que je veux dire avec cet exemple, je ne vais pas insister, il s'est trouvé que je suis tombé là-dessus, j'aurais pu tomber sur autre chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que en dépit de la simplicité de l'accès de ce texte, eh bien, il n'est pas dépourvu, évidemment, non plus, d'une sorte de profondeur herméneutique qui fait qu'on va peut-être trouver, à force de le relire, une portée différente, des significations différentes, etc. Alors, le dernier exemple, avant que nous fassions une petite pause, c'est celui-ci. Donc là, c'est un poème de Mallarmé qui s'intitule « Le pitre châtié ». Yeux, lac, avec ma simple ivresse de renaître, autre que l'histrion qui du geste évoquait comme plume la suie ignoble des quinquets, j'ai troué dans le mur de toile une fenêtre. De ma jambe et des bras, limpide nageur traître, à bond multiplié, reniant le mauvais Hamlet, c'est comme si dans l'onde j'innovais 1000 sépulcres pour y vierge disparaître. Il a aurore de cymbales à des points irrités, tout à coup le soleil frappe la nudité qui pure s'exhala de ma fraîcheur de nacre. Rance nuit de la peau quand sur moi vous passiez, ne sachant pas, ingrat, que c'était tout mon sacre, ce phare noyé dans l'eau perfide des glaciers. Alors, vous voyez qu'avec ce texte, nous sommes dans une situation quand même très différente, alors qu'au fond, il y a quand même une proximité temporelle assez grande, mais Mallarmé est postérieur, bien sûr, à Baudelaire. Il y a quand même une différence assez importante. Ici, une fois que vous avez perçu l'idée de bourreau de soi-même, vous pouvez tourner autour de cette idée et puis petit à petit affiner votre analyse, etc. Alors que là, je pense que
si je vous demandais de quoi parle ce poème, qu'est-ce qu'il veut produire comme impression, comme sens, à quelle émotion il renvoie, je ne sais pas. Est-ce que certains d'entre vous ont une idée sur l'interprétation de ce texte? Qu'est-ce que vous comprenez dans ce texte? Oui? C'est très métapoétique avant que je pense ici. Oui, c'est-à-dire, vous voulez... Nietzsche en avait une de sa propre pratique poétique, notamment dans les univers, enfin dans les messages en un grave, société, tout mon sac, c'est un moyen de revenir pour les glaciers, le phare qui renvoie ici à l'artifice poétique. Qui renvoie à l'artifice poétique. Oui. Mais on constate quand même que pour réussir à décrypter, parce que c'est vraiment ta chaleur, mais il faut décrypter, c'est long et pas toujours évident, et il y a bien des passages que je ne comprends encore absolument pas. Merci, oui, il y a, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, il y a cette dimension métapoétique dans le texte, mais il y en a d'autres, hein, il y a aussi d'autres portées. Bon, vous êtes d'accord avec moi, on est quand même dans une situation différente du texte de Baudelaire, on a une forme d'hermétisme dans ce texte qui est beaucoup plus grande. Alors, je vous donne un extrait d'un livre de Paul Bénichou, Selon Mallarmé, un commentateur, disons, classique de Mallarmé, qui donne à partir d'un exemple le genre de difficulté que pose le texte de Mallarmé. Alors il s'intéresse au vers 9. Donc, il arrore de cymbales à des points irrités, tout à coup le soleil frappe la nudité. Et voici ce qu'il dit: le vers 9, métaphore de l'action du soleil, ne peut être compris alors que le soleil n'a pas encore été évoqué. Puisque quand on dit il arrore de cymbales à des points irrités, on ne sait pas de quoi il parle, dans l'ordre du texte. Grammaticalement, ce vers, par le mot or, est en effet une apposition anticipée au soleil du vers 10. L'apposition anticipée, tournure extrêmement fréquente en poésie, ne fait pas généralement difficulté quand le mot en apposition et celui dont il dépend sont mis rapidement en relation de sens. Ce n'est pas le cas ici. Or, j'aurais dû mettre des italiques, mais or ne se détache pas suffisamment pour que nous percevions, sitôt que paraît soleil, la relation de ce mot avec lui. Et l'obscurité qui règne dans le reste du même vers 9 nous embarrasse trop pour que nous puissions saisir d'emblée cette relation. Que le soleil puisse être un or, cela va de soi. Mais cet or-soleil a ici 5 qualifications métaphoriques rares. Il est hilar, comme on dit que la lumière rit, ici agressivement. C'est un or de cymbales, expression qui sans doute rapproche par la couleur le cuivre des cymbales de l'or du soleil, mais qui surtout, sous ce prétexte, établit une parenté entre l'éclat du soleil et un bruit fracassant ou menaçant, car le soleil cymbale est irrité. Une telle condensation de matière métaphorique demande évidemment, pour être comprise, plus d'une lecture. Voyez. Donc, on a effectivement, même de la part, si vous voulez, des spécialistes de cet auteur, une reconnaissance du caractère opaque, d'une certaine façon, de ces textes de Mallarmé. Donc c'est pas seulement que, vous, par exemple, vous n'auriez pas assez de connaissances pour pouvoir comprendre ce texte. N'importe qui est confronté à une difficulté par rapport à un texte de ce genre. Alors, je vous signale au passage, pour ceux que ça intéresserait, il y a un texte amusant d'un certain Michel Gauthier, vous voyez, qui s'intitule « Mallarmé en clair ou l'obscurité poétique vaincue mot par mot ». Donc c'est quelqu'un qui essaie de faire une sorte de traduction des poèmes. Là, j'aurais pu vous donner un peu ce qu'il dit au sujet de ce texte, mais vous voyez qu'on a l'idée il y a quand même une sorte de petit scénario de base qui est une idée de purification. C'est comme si dans l'onde j'innovais sépulcre pour y vierge disparaître. Donc il y a un personnage qui plonge dans quelque chose et qui en ressort, qui en ressort dans une fraîcheur de nacre. Donc voilà, c'est un texte qui... Et puis bon, les quinquets, c'est aussi un terme qui n'est pas forcément connu. Troué dans le mur de toile une fenêtre, on voit qu'il y a cette idée que
on sort vers quelque chose, enfin bref, mais toutes ces notions sont extrêmement, sont présentées en pointillés comme ça du point de vue sémantique. Donc là aussi, on a un texte poétique donc qui peut-être ne se prête pas seulement à un problème de compréhension intellectuelle, mais il présente cette question de la compréhension intellectuelle d'une manière plus visible quand même que le texte de Baudelaire, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que quelqu'un comme Paul Valéry était si passionné par les textes de Mallarmé. Bref, donc on est dans une situation encore un petit peu différente. Alors, je conclurai sur ce point en vous citant un petit passage d'un livre de Christian Doumet qui s'intitule « Faut-il comprendre la poésie ?» hein. Et voyez ce qu'il dit: « Les lectures critiques de la poésie, de quelque tradition qu'elle se réclame, se fixent comme objet d'élucider le poème. En quoi elle ne procède pas autrement qu'avec la prose. Dans tous les cas, le texte est appréhendé comme une réserve de sens qu'il importe de libérer, de mettre en lumière, c'est-à-dire au sens propre élucidé, et en ordre. Il y a pourtant loin de nos pratiques de lecture prosaïque à celles que nous inspire le poème. Ici, une incertitude majeure quant au statut du sens nous interdit de prétendre tout bonnement à comprendre. » C'est d'autre chose qu'il s'agit, en quoi réside d'ailleurs, nous le savons bien, la jouissance particulière de l'expérience poétique. Le livre part de ce constat pour prendre pleinement en compte la déroute initiale des mécanismes de compréhension, face au poème, pour tenter de penser, et c'est surtout ce passage qui m'intéresse, la part de langue irréductible au sens, pour s'attacher enfin à cette perte essentielle des repères sémantiques, linguistiques et référentiels qui se nomme étrangeté. Un tel concept ne peut, dans son ampleur philosophique, esthétique, psychanalytique, que restituer le poème à la croisée des savoirs, où une humanité de plus en plus éloignée des grandes cosmologies qui lui rendaient jadis le monde lisible, puise les formes modernes de son étonnement. Donc, vous voyez que cette réflexion sur la compréhension, à partir du moment où on examine différents types de textes, elle se heurte à quelque chose qui va au-delà de la compréhension au sens, disons, purement intellectuel, de la compréhension, de la maîtrise du sens. Il y a quelque chose qui, selon Christian Doumet, sort du champ de la compréhension, mais ça c'est un choix terminologique. On peut très bien considérer que c'est d'une autre sorte de compréhension qu'il s'agit. Hein, pas forcément. Si on limite la notion de compréhension à la compréhension intellectuelle, oui, comprendre un poème n'est pas de l'ordre simplement de la compréhension intellectuelle. Mais on peut intégrer la question de la compréhension d'un poème à la question générale de la compréhension, à supposer qu'on ajoute dans cette notion de compréhension quelque chose qui renvoie à la compréhension empathique, émotionnelle, etc. Bien, alors nous allons, si vous voulez bien, faire peut-être une petite pause. J'espère qu'il n'est pas trop tard, que ça vaut encore le coup. Oui, ça va. Donc on fait une pause de 10 minutes et on reprend juste après. Reprenons donc avec quelques conclusions sur les situations dans lesquelles on éprouve une difficulté de compréhension du texte. Les facteurs que nous avons pris en considération au fur et à mesure de cette réflexion sont les suivants: le rôle du contexte, bien sûr, de l'intertextualité, c'est-à-dire de la relation entre différents types de textes, de la catégorie textuelle. Nous avons vu qu'effectivement, selon le genre philosophique, poétique, etc., les problèmes de compréhension pouvaient être différents. La structuration interne du texte, et en particulier les jeux de combinatoires sémantiques qui échappent évidemment à une forme simple de compositionnalité. Hein. C'était le cas, par exemple, des structures de type oxymorique qu'on a examiné. Le problème des interprétations possibles, que j'appelle le problème herméneutique, et puis la part de langue irréductible au sens, comme le dit Christian Doumet. Alors, je terminais sur ce point. Il faut bien sûr prendre en considération l'idée que les textes, les discours, les phrases, etc., peuvent servir à autre chose que simplement à transmettre de la signification, à transmettre un sens. Le présupposé, si vous voulez, de la question de la compréhension du sens, c'est qu'il y a un sens qui est détenu
par une personne qui est déposée dans un texte et qui, via le texte, est transmis à une autre personne. Donc on a bien une conception, disons, communicationnelle de la signification, cette idée qu'on transmet une information, on transmet, on transmet du sens ou une information. Alors, en revanche, la prise en considération de la dimension poétique des textes nous conduit, on l'a déjà dit, à faire une place à une autre dimension du comprendre, à une autre dimension de la compréhension, qui est, disons, la dimension émotionnelle, empathique, etc., et qui ne relève pas simplement de l'idée d'une communication d'un sens. Hein. Là, ce serait plutôt la communication, donc, si on veut le formuler comme cela, communication d'une émotion. Mais il y a un troisième facteur que j'ai un tout petit peu annoncé tout à l'heure, en parlant de Blanchot notamment, qui est celui de l'innovation sémantique. Alors, évidemment, la simple dénomination de ce problème de l'innovation sémantique vous montre bien que ça a un rapport avec la question de la sémantique. Hein. Mais vous trouverez rarement, évidemment, des manuels de sémantique, j'y reviendrai plus tard, qui abordent ce problème, hein, qui en général, disons, manque de la technicité nécessaire pour pouvoir être pris en charge par le discours linguistique. Alors, cette notion d'innovation sémantique, on va la travailler un petit peu à partir de Merleau-Ponty et de Ricoeur. Alors, d'abord Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, c'est donc un philosophe français qui s'inscrit dans la mouvance de la phénoménologie, qui a été, avec Sartre, un des introducteurs de la philosophie de Edmund Husserl en France. Et il utilise une distinction qui est très intéressante pour notre propos, qui est celle de la parole parlante et de la parole parlée. Alors, voici comment il définit ce qu'il appelle la parole parlée, qu'il appelle aussi l'algorithme, et qui est, si vous voulez, qui relève au fond de ce que nous avons nommé précédemment, nous, la notion de compositionnalité. L'algorithme ou la parole parlée, c'est le rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives et de celles-ci avec des signes par eux-mêmes insignifiants. Donc, vous avez des signes, quand Merleau-Ponty écrit des signes par eux-mêmes insignifiants, il renvoie à la notion d'arbitraire du signe. Hein. L'idée saussurienne qu'un signe en lui-même n'est pas porteur de signification dans la mesure où il n'y a pas de lien nécessaire entre le signifiant et le signifié. Hein. Est-ce que il est nécessaire pour certains d'entre vous que j'explique cette notion d'arbitraire Non, hein, tout le monde connaît. Bon. Alors, donc, des signes par eux-mêmes insignifiants renvoient à la notion d'arbitraire, et l'idée, là, vous voyez, rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives, c'est la compositionnalité. C'est le fait que vous avez des unités de sens connues par convention, hein, puisque par une sorte de codage, puisque le signe est arbitraire, et que vous comprenez l'ensemble, c'est-à-dire les significations dérivées, à partir de la base, c'est-à-dire des significations primitives. Alors, qu'est-ce que permet une parole de ce genre, qui est appelée parole parlée? Et c'est là qu'intervient cette citation. La seule vertu, mais décisive, de l'expression est alors de remplacer les allusions confuses que chacune de nos pensées fait à toutes les autres par des actes de signification dont nous soyons vraiment responsables, parce que l'exacte portée nous en est connue, de récupérer pour nous la vie de notre pensée, et la valeur expressive de l'algorithme est tout entière suspendue au rapport sans équivoque
des significations dérivées avec les significations primitives et de celles-ci avec des signes par eux-mêmes insignifiants, où la pensée ne trouve que ce qu'elle y a mis. Alors, qu'est-ce que ça signifie? La pensée ne trouve que ce qu'elle y a mis. C'est l'idée que l'algorithme, la parole parlée, est donc fondé sur un partage des significations. Ce partage des significations suppose que les pensées, c'est-à-dire ici c'est un autre nom de ce que nous appelons là les significations, les pensées soient stabilisées, les significations soient stabilisées, connues, et associées à un signifiant arbitraire. D'accord? La pensée ne trouve que ce qu'elle y a mis, c'est-à-dire j'ai un signifiant arbitraire, prenez l'exemple d'un mot, un mot, il a une signification, et cette signification, elle est donnée une fois pour toutes. Voyons la suite. Alors, dans ce cas-là, on est toujours dans le cas de la parole parlée. Il n'y a pas de vertu de la parole, aucun pouvoir caché en elle. Elle est pur signe pour une pure signification. Celui qui parle chiffre sa pensée, chiffre au sens de code. Celui qui parle chiffre sa pensée. Il la remplace par un arrangement sonore ou visible qui n'est rien que son dans l'air ou patte de mouche sur un papier. La pensée se sait et se suffit, elle se notifie au dehors par un message qui ne la porte pas et qui la désigne seulement sans équivoque à une autre pensée qui est capable de lire le message parce qu'elle attache par l'effet de l'usage des conventions humaines ou d'une institution divine la même signification au même signe. En tout cas, nous ne trouvons jamais dans les paroles des autres que ce que nous y mettons nous-mêmes. La communication est une apparence, elle ne nous apprend rien de vraiment neuf. Alors, ici, on avance un pas dans la réflexion et on a cette idée qu'à partir de l'algorithme, à partir de la parole parlée, et donc de cette situation de codage-décodage dans laquelle on se trouve, eh bien, on ne peut rien apprendre de nouveau à quelqu'un. Pourquoi? Alors attention, il faut s'entendre sur ce que ça signifie nouveau. Vous pouvez transmettre une information nouvelle, mais pas un sens nouveau. Reprenons. Si cette langue qui permet la parole parlée est formée d'unités de sens associées à des unités signifiantes, donc des sons ou des écritures, vous voyez, c'est arrangement sonore ou donc son dans l'air ou patte de mouche sur un papier, d'accord, des sons ou une écriture qui sont arbitrairement liés à ces contenus de signification. Donc vous pouvez prendre l'exemple d'un mot, mais d'une phrase, de n'importe quoi, d'accord. Vous avez un sens qui est codé par un signifiant oral ou écrit. Bien. Puisque le lien est arbitraire entre les deux, vous ne pouvez comprendre ce que l'autre vous dit qu'à la condition que vous ayez déjà dans votre esprit les significations portées par le message produit en parole parlée. Si vous n'avez pas déjà en vous ces significations, dans la mesure où cette parole parlée est caractérisée par son arbitraire, vous ne pouvez pas comprendre quelque chose que vous n'avez pas déjà dans votre esprit. Comprenez ?
Alors là, bien sûr, il faut avoir à l'esprit que ce qui est visé par cet impossible de la parole parlée, il relève d'un sens nouveau et pas d'une information nouvelle. Un sens nouveau exactement au sens où, par exemple, on va vous expliquer le concept de chair, dont je parlais tout à l'heure, que vous n'avez jamais encore entendu, et c'est un concept nouveau pour votre esprit. En revanche, si vous apprenez que aujourd'hui dans la presse qu'un train a déraillé et a fait 10 morts, c'est une information nouvelle, mais il n'y a pas du tout une signification, il n'y a pas de sens nouveau. Puisque vous savez que les trains ça existe, que les accidents existent, qu'il peut y avoir des morts. Je veux dire, une information nouvelle, ça n'est pas un sens nouveau. Une information nouvelle, elle vous apprend une information, mais elle ne vous apprend rien de neuf du point de vue de la signification. Vous n'accédez pas à un sens nouveau. Oui ? Ça veut dire comme potentiel problème, parce que, enfin, je sais pas, alors je pense par exemple à l'exemple de Genève, où en fait j'ai des notions que je sais déjà, mais l'enjeu du cours, c'est d'associer ces notions de façon différente, et c'est cette nouvelle association qui fait le sens. Je ne sais pas si ça se comprend. Oui, mais tout dépend de ce que vous mettez dans cette nouvelle association. Si cette association est une simple combinatoire au sens de la compositionnalité, c'est-à-dire vous ajoutez une information à une autre information, on reste dans la parole parlée. Si en revanche, la combinatoire, le fait de confronter plusieurs informations, plusieurs significations, vous conduit à penser les choses autrement et donc à faire émerger dans votre esprit un sens nouveau, c'est-à-dire quelque chose à quoi vous n'aviez jamais pensé auparavant, là, on sort de la parole parlée, effectivement. D'accord ? Je termine la citation. Après tout, je comprends ce qu'on me dit parce que je sais par avance le sens des mots qu'on m'adresse. Et enfin, je ne comprends que ce que je savais déjà. Je ne me pose d'autres problèmes que ceux que je veux résoudre. Deux sujets pensants fermés sur leur signification, entre eux des messages qui circulent, mais ne portent rien, et sont seulement occasion pour chacun de faire attention à ce qu'il savait déjà. Finalement, quand l'un parle et que l'autre écoute, des pensées qui se reproduisent l'une l'autre, mais à leur insu et sans jamais s'affronter. Oui, comme le dit Poulan, cette théorie commune du langage aurait pour conséquence que tout se passa à la fin entre eux, comme s'il n'y avait pas eu langage. Comme s'il n'y avait pas eu langage, puisque, au fond, vous comprenez bien, à partir du moment où vous avez saisi cette idée que cette parole parlée est fondée sur un principe de communication à partir de signes arbitraires, vous avez des pensées dans votre esprit, des significations dans votre esprit. Puisque le lien entre les significations et les signifiants est arbitraire, la compréhension dans le sens de la parole parlée n'est possible que si la personne a déjà dans son esprit les choses, les significations que vous voulez transmettre. Donc au fond, lorsqu'on communique dans le registre de cette parole parlée, dans la logique de cette parole parlée ou de l'algorithme, eh bien, la parole revient à réveiller chez l'autre des pensées qu'il a déjà. Hein ? C'est dans la combinaison que se traduit la difficulté et l'interprétation possible. À condition que la combinaison pose problème. Comme on l'a vu tout à l'heure, avec Blanchot, par exemple, la combinatoire normale pose problème. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir une autre signification à penser. Donc, deux caractéristiques de la parole parlée, hein, qui sont des caractéristiques nécessaires pour qu'elle puisse fonctionner de la façon décrite par Merleau-Ponty. D'une part, le caractère arbitraire des signes, et d'autre part, le caractère strictement compositionnel ou combinatoire des significations. Et donc, on voit bien comment, avec une telle conception du langage, il est impossible d'accéder à un sens nouveau. Autrement dit, à comprendre quelque chose
qu'on n'avait jamais compris auparavant. D'ailleurs, ce que vous êtes en train de faire ici, sauf si vous avez déjà lu Merleau-Ponty, etc., c'est précisément d'essayer de comprendre quelque chose que vous n'aviez pas compris auparavant. Alors, une remarque complémentaire à cette idée générale, c'est l'idée que Merleau-Ponty s'attache surtout à la production de l'innovation sémantique, mais il ne néglige pas la question de la réception. Alors, il prend l'exemple de Stendhal en disant si un livre ne m'apprend que ce que je sais déjà, ça n'a aucun intérêt. Donc, je lis la citation, mais le livre ne m'intéresserait pas, mais le livre ne m'intéresserait pas tant s'il ne me parlait que de ce que je sais. De tout ce que j'apportais, il s'est servi pour m'attirer au-delà. À la faveur de ces signes, dont l'auteur et moi sommes convenus, parce que nous parlons la même langue, il m'a fait croire justement que nous étions sur le terrain déjà commun des significations acquises et disponibles. Il s'est installé dans mon monde. Et puis, insensiblement, il a détourné les signes de leur sens ordinaire et il m'entraîne comme un tourbillon vers cet autre sens que je vais rejoindre. Je sais, avant de lire Stendhal, ce qu'est un coquin et je peux donc comprendre ce qu'il veut dire quand il écrit que le fiscal Rassi est un coquin. Mais quand le fiscal Rassi commence à vivre, ce n'est plus lui qui est un coquin, c'est le coquin qui est un fiscal Rassi. Bon, passons sur le détail, sur la fin du texte. C'est l'idée que, si vous voulez, vous avez un personnage qui incarne un type et qui, du coup, par le biais du texte de Stendhal, finit par modifier le type même, là, en l'occurrence, du coquin, qui est représenté donc par ce personnage. Mais voyez comment la parole parlée va fonctionner. Elle va fonctionner à partir des significations acquises, et ce qui est important, c'est que à un moment donné, il y a d'une façon ou d'une autre un détournement. Les signes sont un peu détournés de leur sens. Et c'est là que, peu à peu, on peut accéder à une signification nouvelle. Bon, il reste que ce processus de l'innovation sémantique chez Merleau-Ponty reste assez allusif. Oui, pardon, il y a une question ? Non, justement. À partir du moment où il va y avoir détournement de sens, on va avoir la possibilité de la parole parlante. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais vous faites bien de m'amener à le préciser. Donc, vous voyez, il dit l'écrivain détourne les signes de leur sens ordinaire, il leur fait subir une torsion secrète, un certain arrangement des signes et des significations en vient à altérer puis à transfigurer chacun d'eux. L'innovation sémantique est un sens latéral ou oblique. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette idée qu'on a un accès, disons, indirect au sens nouveau, à cette innovation sémantique, et puis qu'il y a quand même toujours une temporalité, un retard. Quand on ne comprend pas un texte, on laisse mûrir les choses. Il faut laisser le temps à notre esprit de déplacer ces catégories habituelles pour peu à peu s'habituer à autre chose et comprendre au bout d'un moment quelque chose qui nous est inaccessible auparavant. Mais, Merleau-Ponty n'est pas linguiste, cette description ne nous donne pas, si vous voulez, des outils techniques qui nous permettraient de travailler de manière plus approfondie sur la notion d'innovation sémantique. Alors, prenons un autre auteur, puisque l'expression innovation sémantique est due non pas à Merleau-Ponty, qui lui utilise l'opposition entre parole parlante et parole parlée, ou langage parlant, langage parlé, et Ricoeur, lui, introduit la notion d'innovation sémantique, un sens nouveau. Donc, voilà. Alors, il ne renvoie pas à Merleau-Ponty au sujet de cette notion, mais la parenté est évidente. Et j'ai eu l'occasion d'en parler à des collègues philosophes, il n'y a pas de doute là-dessus. On parle Merleau-Ponty avec la parole parlante et Ricoeur avec l'innovation sémantique parlent bien de la même chose.
Cette notion d'innovation sémantique est convoquée dans 2 livres importants de Ricoeur, La métaphore vive de 1975 et Temps et récit. Bon, ce sont des livres importants pour les études littéraires aussi. Pour ceux d'entre vous, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de vous confronter à ces ouvrages. Alors, voici ce qu'il écrit dans Temps et récit. Bien que la métaphore relève traditionnellement de la théorie des tropes ou des figures de discours et le récit de la théorie des genres littéraires, les effets de sens produits par l'une et par l'autre relèvent du même phénomène central d'innovation sémantique. Dans les 2 cas, celle-ci ne se produit qu'au niveau du discours. Alors, c'est assez facile à comprendre pour la métaphore. Pour le récit, c'est moins évident, mais on va voir qu'au fond, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation sémantique dans le récit, dans la mesure où des intrigues, la nouveauté va passer par la notion d'intrigue, si on veut. Alors, dans le cas de la métaphore, l'innovation, je cite, l'innovation consiste dans la production d'une nouvelle pertinence sémantique par le moyen d'une attribution impertinente. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand vous prenez Baudelaire, la nature est un temple. Bon. Attribution impertinente, ça veut dire que littéralement, la nature n'est pas un temple. Et vous voyez que ce dont parlait Merleau-Ponty en parlant de détournement de sens, les mots sont détournés de leur sens légèrement. Avec la métaphore, c'est tout à fait évident. La métaphore, par sa structure même, elle conduit nécessairement à un réarrangement de signification. Alors, encore une fois, à condition qu'il s'agisse d'une métaphore neuve. Il y a bien sûr des métaphores traditionnelles, sédimentées, etc., qui ne conventionnelles, si vous voulez, des métaphores conventionnelles. La neige étend son blanc manteau, bon, voilà, ça ne produit pas un effet d'innovation sémantique particulier, d'accord ? Mais dans le cas de la métaphore vive, ce que Ricoeur appelle la métaphore vive, il y aura forcément un déplacement. On utilise des mots qui ont leur sens habituel, mais dans une combinaison qui fait qu'on est obligé de sortir du sens habituel. Oui ? En même temps, ça ne fonctionne que parce qu'on a cette idée de la signification et que, je ne sais pas comment exprimer, mais c'est un détournement dans le sens où c'est une déviance du langage, mais qui se sert des significations stabilisées déjà, etc. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est exactement, si vous voulez, le sens de cette citation là, que j'ai donnée tout à l'heure. Nous étions sur le terrain commun des significations acquises et disponibles. D'accord ? Il faut bien une langue partagée et des conventions pour cette langue. Il faut des conventions. Mais il y a des moyens de détourner les signes de leur sens. Et la métaphore fait cela, typiquement. Donc, production d'une nouvelle pertinence sémantique par le moyen d'une attribution impertinente. Attribution, la notion d'attribution ici vient du fait que la structure de base de la métaphore, c'est X et Y, donc une structure attributive. La nature est un temple, par exemple. La métaphore reste vive aussi longtemps que nous percevons à travers la nouvelle pertinence sémantique et en quelque sorte dans son épaisseur la résistance des mots dans leur emploi usuel et donc aussi leur incompatibilité au niveau d'une interprétation littérale de la phrase. Le déplacement de sens que les mots subissent dans l'énoncé métaphorique et à quoi la rhétorique ancienne réduisait la métaphore n'est pas le tout de la métaphore. Il est seulement un moyen au service du procès qui se situe au niveau de la phrase entière et a pour fonction de sauver la nouvelle pertinence de la prédication bizarre menacée par l'incongruité littérale de l'attribution.
hein. Donc on a une structure attributive qui, au sens littéral, n'est pas acceptable, et donc on va produire une nouvelle pertinence qui se situe à un autre niveau. Bon. Notez au passage que cette structure métaphorique, ces processus métaphoriques, sont tout sauf réservés à la poésie. Dans le langage courant, nous utilisons des structures métaphoriques en permanence. Notre langue est pleine de métaphores conceptuelles, comme le disent les linguistes cognitivistes américains, et qui se situe peut-être à un autre niveau, mais dire qu'il y a un caractère général de la compétence métaphorique. Ce que je veux dire par là, je n'ai pas le temps de développer là aujourd'hui, mais c'est que je vous le dis simplement pour que vous n'ayez pas l'idée que la métaphore, la pratique de la métaphore est réservée aux professionnels de la poésie, aux poètes. La pratique de la métaphore est une pratique ordinaire de tout locuteur. Bon, mais je n'ai pas le temps d'argumenter plus longuement cette idée, j'y reviendrai peut-être plus tard. Alors, même chose pour le récit, c'est quoi l'innovation sémantique dans le cas du récit? Avec le récit, l'innovation sémantique consiste dans l'invention d'une intrigue, qui elle aussi est une œuvre de synthèse. Par la vertu de l'intrigue, des buts, des causes, des hasards sont rassemblés sous l'unité temporelle d'une action totale et complète. C'est cette synthèse de l'hétérogène qui rapproche le récit de la métaphore. Dans les deux cas, du nouveau, du non encore dit, de l'inédit surgit dans le langage. Ici, la métaphore vive, c'est-à-dire une nouvelle congruence dans la prédication. Là, une intrigue feinte, c'est-à-dire une nouvelle congruence dans l'agencement des incidents. D'accord ? Bon, je ne vais pas insister tellement sur la question du récit, c'est peut-être plus la question de la métaphore qui va m'intéresser. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Alors, ce que je peux vous dire donc pour conclure cette réflexion sur la question du sens des textes, c'est que donc comprendre un texte, on l'a vu, réfléchir sur ce que signifie comprendre un texte suppose de distinguer trois formes de la compréhension finalement. Le simple décodage, donc le décodage au sens de la compositionnalité des phrases, des textes, etc. Et dans une partie du langage quotidien, si vous voulez, une partie de ce langage consiste à simplement décoder, c'est-à-dire à récupérer une information sans reste transmise par une personne. Alors dans certains cas, cette information est nécessaire, je ne sais pas, vous voulez savoir l'heure, vous demandez à quelqu'un quelle heure est-il, et il vous répond. Bon, donc vous avez besoin d'une information, et la pratique de la langue vous permet d'avoir cette information. Mais cette pratique du décodage, c'est-à-dire de la parole parlée, si vous voulez, elle a aussi une autre fonction. Si vous réfléchissez un peu à la teneur des conversations que vous avez la plupart du temps avec vos amis, avec vos proches, etc., vous êtes loin d'être dans l'innovation sémantique souvent. Souvent vous parlez de choses déjà connues, etc., et de choses qui ne posent pas de... Vous pouvez vous transmettre des informations, mais très souvent entre amis, etc., on n'a pas tellement d'informations nouvelles à se transmettre, donc on parle pour dire quoi, parfois pour ne rien dire, mais il y a une dimension dans cette parole parlée, c'est là le point auquel je veux venir, une dimension sociale importante. C'est-à-dire, le décodage a l'air d'être juste une opération simple, etc., mais le décodage, c'est aussi le partage d'un code, le partage de codes. Et dans le partage de code, il y a l'idée de code, mais il y a aussi l'idée de partage, d'où la dimension de socialité qui est associée à cette parole parlée. Donc à mon avis, la parole parlée, elle joue surtout un rôle grégaire dans la communication ordinaire. Elle sert à faire en sorte que chacun est d'accord sur ce dont on parle et nous parlons le même langage et nous parlons simplement pour vérifier que nous parlons le même langage.
et que nous partageons donc des valeurs, etc., etc. Ensuite, il y a un deuxième sens de la compréhension qui est la perception de l'intention globale d'un texte. Oui, parce que je dis un texte, mais j'ai pris le texte parce que, au fond, pour mon propos, la différence entre texte et discours m'importe peu, mais on peut prendre le discours, si vous voulez, le problème est un peu le même. Hein. Il y a des problèmes spécifiques au texte, bien sûr, et à la textualité elle-même, mais ils ne sont pas, ils ne sont pas impliqués par mon propos, là. Donc, l'autre dimension, c'est percevoir l'intention globale, éventuellement émotionnelle ou esthétique. On a vu cela dans le cas du texte poétique, sans nécessairement avoir une idée précise de la signification. Là aussi, dans les échanges courants, dans les échanges de paroles que vous avez avec vos proches, vous pouvez être dans des situations où le plus important, c'est de percevoir la dimension émotionnelle de la parole. Dans bien des cas, en particulier lorsque vous avez des relations affectives proches avec les gens à qui vous vous adressez, ce qui importe dans l'échange langagier, c'est précisément le jeu des valeurs émotionnelles et pas les informations communiquées. C'est là où entre en jeu toutes sortes de facteurs que je n'ai pas le temps d'expliquer. Bref, je passe. Alors, et enfin, il y a le comprendre au sens de l'innovation sémantique, c'est-à-dire comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris auparavant, hein, et qui peut être d'un ordre purement intellectuel ou conceptuel, mais qui peut être aussi une compréhension neuve du point de vue esthétique. C'est-à-dire que, dans le cas du texte, vous pouvez être rebuté pour des raisons esthétiques par la forme d'un texte et petit à petit comprendre cette dimension-là et accéder à une perception nouvelle. Donc, l'analyse linguistique des textes devrait s'attacher à ces trois formes du comprendre, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, je vais vous donner, pour terminer cette séance, une dernière citation de François Rastier, qui développe, thématise cette idée que comprendre un texte, ça n'est pas juste une opération intellectuelle, mais c'est une pratique, et c'est une pratique d'interprétation. Et évidemment, là, vous retrouvez cette dimension herméneutique dont on a parlé précédemment. Alors voici la citation. Elle est extraite d'un texte dont je vous conseille la lecture, qui est tout à fait intéressant, hein, Sémiotique et sciences de la culture. Vous trouverez le lien ici sur le PowerPoint que je mettrai en ligne demain. En disant, donc je cite, en disant que le sens du texte est immanent non au texte mais à la pratique d'interprétation, nous reconnaissons que chaque lecture, savante ou non, trace un parcours interprétatif qui correspond à l'horizon du lecteur. La sémantique des textes propose une description des parcours interprétatifs. Il y a assez peu d'auteurs, en France en particulier, qui s'intéressent à la sémantique des textes. Hein, et François Rastier est un des rares qui a vraiment pris en charge cette question. La sémantique des textes propose une description des parcours interprétatifs. Le sens actuel du texte n'est qu'une de ces actualisations possibles. Le sens actuel du texte n'est qu'une des actualisations possibles. Le sens complet serait constitué de l'ensemble des actualisations. En d'autres termes, de l'ensemble des horizons possibles. Ou si vous voulez, l'ensemble des lectures possibles. Comme la notion même de sens complet reste illusoire, une description linguistique ne propose pas une lecture scientifique qui se substituerait aux autres, mais une identification des contraintes linguistiques sur les parcours interprétatifs. Vous voyez, c'est là qu'intervient le point de vue du linguiste. Il est non pas de développer des lectures, de donner corps à telle ou telle interprétation,
là c'est plus l'œuvre, si vous voulez, c'est plus le travail des spécialistes de littérature, par exemple si on considère les textes littéraires, ou des philosophes. Mais là où le linguiste va pouvoir intervenir en tant que linguiste, c'est de dire attention, dans la façon dont les choses sont formulées, il y a des contraintes sur les parcours interprétatifs. Le sens d'un texte n'est clôturable que par l'arrêt de ses lectures, qui appartiennent alors au passé. Il quitte alors ainsi la tradition et la vie, et cette clôture témoigne plutôt d'une fermeture que d'une plénitude, car un livre fermé n'a plus de sens. En revanche, les textes qui sont relus gardent un sens ouvert. D'où l'importance de la transmission patrimoniale des textes littéraires. Pourquoi on enseigne la littérature à l'école, etc. Précisément pour que les textes ne meurent pas, pour que le sens des textes reste ouvert. En revanche, les textes qui sont relus gardent un sens ouvert, leur sens a une histoire vivante, celle de leur tradition interprétative, série non close de réécriture qui sont autant de nouvelles lectures. Elles dépendent de la pratique où elles prennent place, obéissant à des objectifs éthiques, esthétiques ou cognitifs. Cependant, le plaisir, le devoir, la volonté de savoir restent inassouvis. Sur ce point crucial, une sémantique des textes peut distinguer entre les structures closes qui épuisent la lecture et les structures ouvertes qui permettent au lecteur de transformer l'équivoque en infini. Alors, cette citation introduit beaucoup de notions que là, il est trop tard pour que je puisse les commenter toutes. Retenez surtout cette idée, comme la notion même de sens complet reste illusoire, une description linguistique ne propose pas une lecture scientifique, mais une identification des contraintes linguistiques sur les parcours interprétatifs. Bien. Alors, je vous propose donc, lors de la prochaine séance, de faire une synthèse d'ensemble sur toute cette problématique de la compréhension à tous les niveaux qu'on a examinés, mots lexical, mots grammatical, phrase, texte. Et puis, nous examinerons ensuite comment la question de la sémantique, dans une autre partie du cours, donc, est examinée par les manuels de sémantique. Voilà, en attendant, donc, nous avons une semaine de vacances, donc je vous souhaite de bonnes vacances.